Papa? Oui, ma chouette? Dis-moi c'est quoi ce chiffre-là? OK. 43? Non. 51? Ben non. 60? Non. 48? 56? C'est 30, papa. 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. L'automne s'annonce fort en sport et en divertissement chez Vidéotron. C'est le temps de passer un forfait télé et Internet illimité à partir de 102 $ par mois et profiter de 10 chaînes populaires ou sport au choix, modifiables à chaque mois selon vos intérêts du moment. Certaines conditions s'appliquent. Détails au vidéotron.com. Les aléas de la route ne vous surprendront jamais grâce au conseil des experts du balado Le Guide de l'auto. Chaque semaine, Antoine Joubert vous offre un nouvel épisode disponible sur cuberadio.ca. Albi le Géant, fier de propulser le Guide de l'auto. albilegéant.com. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, une question me vient en tête. Est-ce que la gauche, elle est capable d'autocritique? Tu sais, il y a des gens de droite qui critiquent l'extrême droite, qui critiquent certaines positions à droite, etc. J'ai rencontré récemment quelqu'un du Parti conservateur qui est pas vraiment d'accord avec Poilievre, etc. Il me semble est-ce que la gauche est capable d'autocritique? Je te pose la question parce qu'il y a Jacques Julliard qui est décédé, qui était chroniqueur à Marianne, au Figaro. C'était un gars de gauche, mais qui n'hésitait pas à critiquer la gauche. Et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins des gens comme lui. Jacques Julliard était une figure assez particulière. Il est mort il y a vendredi dernier, je crois. Il avait 90 ans. Et Julliard, c'est d'abord et avant tout un homme qui s'est engagé dans ce qu'on appelait la gauche, le socialisme chrétien, dans la gauche réformiste. Donc, il n'était pas révolutionnaire comme l'étaient les communistes à l'époque, mais il voulait transformer la société en profondeur. Mais je te dirais qu'avant d'être un homme de gauche ou un homme de droite, c'était d'abord un homme de culture. C'est un homme qui était dévoré par la littérature française, qui était travaillé. Il était vraiment, c'était son univers de référence, c'était les grands écrivains, notamment Péguy, c'en était un. Et au fil des ans, agacé par ce que la gauche devenait et ses représentants autorisés, il s'en est détaché. Alors, il y avait cette formule, on connaît la formule de Finkielkraut qui dit « c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche oui. ». On pourrait dire que Julliard disait à sa manière « c'est parce que je suis de gauche que je ne veux plus écrire dans les journaux de gauche ». Bien qu'il continue d'écrire chez Marianne et tout ça. Donc, il disait « l'intelligence n'a pas d'adresse ». L'intelligence n'a pas d'adresse, il y a des gens intelligents dans tous les camps. Et donc, il a signé un carnet mensuel dans le Figaro, ce qui était inimaginable il y a 20 ou 30 ans auparavant, on s'entend. Et il avait même accepté de dire du bien d'un philosophe, d'un théoricien qui est normalement universellement décrié, c'est Alain de Benoît. Ben oui. Alain de Benoît, qui est la grande figure de ce qu'on appelait la nouvelle droite, un courant de pensée que ses adversaires assimilent à l'extrême droite, comme d'habitude. Et Julliard disait, j'ai beaucoup de désaccords avec Alain de Benoît. Par ailleurs, Alain de Benoît a pris beaucoup de distance par rapport à ses engagements de jeunesse. Il s'est éloigné. Lui-même dit, lorsque j'étais jeune, j'étais à l'extrême droite. Je m'en suis éloigné. Bon, c'est un parcours complexe. Mais Julliard disait, il y a chez cet homme une pensée suffisamment intéressante pour qu'on puisse discuter avec lui sans sentir le besoin de l'enfermer dans une catégorie, celle des infréquentables absolus. Donc, Julliard avait, au-delà de la gauche et de la droite, avait le sens de la liberté de l'esprit et moi, je le connaissais pas personnellement, mais j'ai lu, mais il avait le sens de l'amitié. Et ça compte aussi. Et Mathieu, il a déjà dit aussi, je suis de gauche, mais je ne me reconnais pas dans les gens qui disent parler pour la gauche. Oui, ben ça, on le voit. C'est-à-dire aujourd'hui, la gauche, qu'est-ce que c'est? C'est la déconstruction des sexes, la déconstruction des peuples, la déconstruction des nations. C'est l'obsession anti-occidentale. Or, lui, c'était pas ça. Il appartient à ce qu'on pourrait appeler la gauche redistributrice, la gauche qui est habitée par une forme, je dirais, d'utopie égalitaire, mais c'est un égalitarisme chrétien chez lui. Il faut jamais oublier que chez lui, ses convictions politiques étaient animées par une fascination pour la figure du Christ. Et donc, c'est particulier. Un socialiste non athée, un socialiste religieux. Faut pas l'oublier. Et lui, il voyait dans la figure du Christ la figure qui devait inspirer l'ensemble de nos rapports sociaux et tout ça. Et donc, ça a donné chez lui une forme de réformisme social qui, dans les années 70, pouvait passer pour modéré. Et ces dernières années, ça donnait surtout un homme qui était soucieux de discussion et de
avec le camp d'en face. Puis il y a une chose qui est intéressante chez lui, c'est pour ceux qui ont lu ses livres, puis moi j'en ai quand même lu beaucoup. C'est un érudit, ça c'est pas un détail. Pour lui, la littérature, c'était pas seulement un passe-temps. La littérature, c'était aussi une manière de savoir, de connaître l'être humain. C'est un savoir à part entière pour enquêter sur l'être humain. Ce qui fait que dans ses œuvres, les références littéraires sont partout présentes, mais pas simplement comme des béquilles rhétoriques ou stylistiques, mais parce que certains écrivains ont presque un don de voyance qui leur permet de voir et de dire ce qu'autrement ne pourrait ni voir ni dire. Donc c'était une figure tout à fait passionnante. De tous ses livres, il y en a plusieurs. Son histoire de la gauche est passionnante. Ça, franchement, c'est assez remarquable. On pourrait aussi mentionner, je perds le titre, mais ça ressemble à la trahison des élites, qui est une étude assez intéressante avant que le phénomène ne soit nommé sur la rupture entre les élites et le peuple. Il y a un livre un peu bizarre, un peu oublié, mais intéressant, c'est Contre la politique professionnelle. Et les politiques professionnels, dis-je, où il s'inquiétait d'une professionnalisation de la vie politique qui entraînerait une perte de l'esprit civique. Et Mathieu, je disais, là, est-ce que la gauche est capable d'autocritique? Lui, c'était quelqu'un de gauche qui reculait pas à critiquer la gauche. Qui tu verrais au Québec? Peut-être Jean-François Lisée, qui est de gauche, mais qui prend ses distances, entre autres, sur la théorie du genre, etc. Peut-être Normand Baillargeon, je sais pas. Qui tu vois dans la gauche, qui critique la gauche au Québec? Tu viens de les nommer, c'est-à-dire Lisée est un homme de gauche, il n'y a pas de doute là-dessus, il sait nous le dire souvent, mais c'est d'abord et avant tout un esprit libre. Et Lisée, je pense, c'est d'abord la passion de la vérité. Ça, c'est pas un détail. Baillargeon, tu as tout à fait raison de le mentionner. Je crois qu'on pourrait aussi classer là-dedans Guy Rocher, probablement. On avait notre amie Jemila Benhabib, lorsqu'elle était au Québec, avait cette liberté d'esprit. Si on se tourne vers, alors là, c'est une figure qui est moins connue, Patrick Moreau, qui dirige la revue Argument. Oui. Alors, moi, je lis Moreau, je vois un esprit que je dirais conservateur, mais lui dit non, je suis de gauche. Et ça demeure, c'est une gauche originale, une gauche conservatrice. Mais c'est une gauche qui n'est pas sectaire. Je pense que c'est un bel exemple de cela. Donc, on a des gens comme ça au Québec, mais je dirais que c'est très minoritaire. L'horreur, mais à partir du moment où ils se permettent de critiquer la gauche les rejette et dit, ben vous, alors vous êtes de droite. Et je reviens à cette question-là. Est-ce que la gauche est capable d'autocritique? Il me semble que la droite est plus capable d'autocritique que la gauche. Ben, ils sont pas de même nature. Hein. Dire qu'est-ce que la gauche? En fait, la gauche s'autoproclame et nomme droite ce dont elle ne veut pas. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que les gens de droite se découvrent quelquefois de droite. Mais pourquoi ils sont de droite? Parce que la gauche dit qu'ils sont pas avec eux. Et il faut pas seulement être de gauche. C'est déjà compliqué, hein? Mais il faut le demeurer. Parce que la gauche est un mouvement. Et si vous suivez pas chaque évolution de la gauche, aujourd'hui c'est la question par exemple des trans, de la transidentité, tout ça, si vous la suivez pas, ben c'est que vous êtes plus de gauche, parce que vous n'avez pas embrassé le nouveau combat de la gauche, donc vous êtes rejeté à droite. Donc pour moi, la gauche n'est pas une catégorie politique d'abord, c'est presque une catégorie religieuse. Dans la modernité, la vraie force politique religieuse, c'est pas la droite religieuse américaine, ça c'est un fossile. C'est la gauche religieuse. C'est-à-dire par gauche religieuse, j'entends celle qui croit avoir le monopole sur l'interprétation du sens de l'histoire et qui considère que ceux qui sont pas d'accord avec elle, c'est le bois mort de l'humanité. Et ça, de ce point de vue, je pense que la gauche, de ce point de vue, quand on est autocritique à gauche, inévitablement, on va être expulsé de la gauche. Voilà pourquoi, moi, je ne suis pas de gauche et je n'ai jamais été. Comme ça nous épargne du devoir d'expliquer pourquoi on ne l'est plus. Bref, ça prend plus de gens que Julliard dans ce monde. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Au grand plaisir, madame. Bye. Ça, c'est totalement mon genre. Mon Starbucks en main, je prends le temps de vivre chaque instant. En mouvement, chez nous, pour moi ou pour écouter mon podcast préféré. C'est mon genre de goût. Toujours préparé à ma façon. Mon genre de moment, mon Starbucks. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Il y a des sujets qui sont faits sur mesure pour nos invités. Alors là, quand j'ai vu, moi, la cérémonie d'ouverture du mondial de rugby avec Jean Dujardin, le gars qui a le sourire le plus incroyable au monde, j'ai dit ça, c'est parfait pour Mathieu, parce que en fait, on faisait la promotion lors de la cérémonie d'ouverture du mondial de rugby, la promotion de la culture française, mais la culture française cocorico, là, tu sais.
C'est-à-dire quasiment la pétanque, là. Il y avait Jean Dujardin qui jouait un boulanger, puis il y avait des vignerons, puis il y avait des gens qui faisaient de la charcuterie, puis il y avait un bal musette et tout ça. Bref, c'était tout ça tongue-in-cheek avec un petit peu de second degré. On présentait la culture folklorique de la France et là, Libération a dit c'est la France rance, en disant ça sent pourri, c'est l'extrême droite, etc. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, pour moi, j'ai regardé ça avec fascination parce que le rugby en France est un peu en train de devenir le symbole inversé du football, du soccer. C'est-à-dire, le soccer était très américanisé dans son imaginaire, très multiculturaliste, très capitaliste mondialisé, bon, alors que le rugby est davantage enraciné, entre guillemets. Et ça s'est vu dans le spectacle d'ouverture. Et comme tu le dis très bien, c'était au second degré. Mais pour rendre, quand le monde s'intéresse à la France, il s'intéresse pas à ce que la France est devenue, je dirais, mi-cheveux bleus, mi-abaya, pour le dire comme ça. Là, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas rendue de même, mais la tendance est forte. Les gens aiment la France pour la manière dont ça représente telle qu'elle aurait toujours été. Donc, la France du charcutier, du boulanger, la France des cafés, la France un art de vivre à la française. Et ce qu'a fait ce spectacle, c'est mettre en scène cet art de vivre à la française. Une manière assez réussie, honnêtement. D'ailleurs, tout le monde a aimé. C'est assez important de le dire. Il y a une forme d'adhésion commune. Sauf chez Libé, où effectivement, ils ont présenté ça comme si c'était un spectacle dégueulasse, d'extrême droite. Et là, il y a une formule d'ailleurs, ils disent c'est un spectacle où on est en famille, entre soi, on peut donc et même roter à table. Donc, on voit leur représentation de ce qui est globalement la tradition française, l'art de vivre à la française, c'est roter à table. Et c'est pas surprenant, sachant ce que Libé pense en général de la culture française, de l'identité française, mais c'est quand même frappant de voir un tel dégoût, un tel mépris s'exprimer ici. Puis ça fait écho, je me permets de parvenir avec une autre controverse qu'il y a eu en France ces derniers jours. Il y a le Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est le parc à thème historique en Vendée qui met en scène l'histoire de France à partir de l'expérience vendéenne. Puis c'est un succès populaire. Ça, c'est comme, d'un côté, imagine dans une forme de deux extrêmes des parcs d'attractions. D'un côté, t'as Disney, puis de l'autre côté, t'as le Puy du Fou. Et en Vendée, c'était les Chouans, je crois. C'était les gens qui étaient contre la Révolution française, qui voulaient que le roi demeure. Et là, il y a eu un génocide. Finalement, on a tué les Chouans, les gens de la Révolution française. Et là, on rappelle ces faits-là dans le Puy du Fou. Et là, il y a des gens, des historiens qui disent non, il n'y a jamais eu de génocide contre les Chouans. Ben, ils disent, c'est pas 300 000, c'est 200 000, donc c'est moins grave. Bon, c'est 200 000. Donc moi, je pense que les guerres de Vendée sont parmi les je dirais, c'est la guerre primitive de la modernité. C'est cette idée qu'on va liquider une catégorie de gens parce qu'ils sont pas assez modernes. Et les koulaks en Union soviétique, c'est la même chose. Puis je pense qu'aujourd'hui, évidemment, sans la violence, c'est le sort qu'on veut quelquefois réserver aux majorités historiques occidentales en disant il faut faire disparaître symboliquement et culturellement au nom de la prochaine étape d'histoire humaine qui est l'histoire de la diversité. Quoi qu'il en soit, il y a eu un documentaire qui était porté sur France 2 pour diaboliser le Puy du Fou, et puis avec un mépris pour la France populaire. Le Puy du Fou, c'est un modèle qui repose beaucoup sur des bénévoles. Donc, comment ils présentaient les bénévoles qui participent à tout le Puy du Fou, ils disaient, on les attire avec du saucisson et du pinard. Comme si c'était des espèces de paysans édentés qui allaient se coinfrer et se torcher, comme on dit, au Puy du Fou. Et puis là, ils participaient à ça. Donc, autrement dit, deux expressions qui se répondent d'un mépris pour la France populaire, d'un mépris pour la France historique, puis chaque fois dans Libé, évidemment, ce mépris s'exprime avec fierté. Mais Libé, ils sont pas dans leur première histoire comme ça. Souviens-toi, Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, un film magnifique. D'ailleurs, quand je suis allé à Paris cet été, je l'ai montré à mon fils. Ça rejouait en salle. On est allé le voir, il a adoré ça. Un film fantastique. Et Libé avait levé le nez en disant, ben là, c'est la France des années 50, tout le monde est blanc, il n'y a pas de noir là-dedans, etc. C'est une fantaisie, Amélie Poulain, tout ça. Et ils ont fait le même truc, le même réflexe. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que Libé n'ait pas lu. C'est un journal que personne lit quasiment en France. Mais tu as tout à fait raison. Tout ce que tu dis est absolument vrai. C'est le même mépris qui s'exprime chaque fois. C'est de la gauche mondaine culturelle. Dans le même esprit, Libé, c'est un journal qui n'existe que par la subvention. C'est-à-dire, fondamentalement,
c'est un journal sans lecteur. Il m'arrive de croire qu'il y a que les gens de droite qui le lisent pour se choquer contre Libé. C'est un peu comme Le Devoir, finalement. Mais quoi qu'il en soit, je regarde ça. C'est la culture Libé dans la gauche mondaine. Et ce qui est assez fascinant par ailleurs, c'est que ça demeure une référence culturelle parce que si ce point de vue-là est très minoritaire dans le pays, il demeure mainstream dans la gauche culturelle et médiatique et ainsi de suite. Et de ce point de vue, l'aversion exprimée pour le spectacle dont tu parlais avec Jean Dujardin, le mépris pour le Puy du Fou, l'hostilité pour Amélie Poulain, faut pas se conter d'histoire, c'est simplement des gens qui dégueulent sur la France. Non. Pour eux, la France ne sera intéressante que lorsqu'elle ne sera plus la France, là, il vaudra la peine d'être aimée. Je suis désolé, il nous est permis d'aimer la France autrement, telle qu'elle fut et telle qu'elle pourrait encore être. Donc, on peut pas aimer Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Lino Ventura, Louis de Funès, rigoler en regardant les tontons flingueurs et... Ah non, mais absolument. Non, mais c'est que ça, c'est la France d'hier. Et moi, ça me fait, je me permets une réflexion. Je sais qu'il faut pas parler du physique des gens, mais je pense que c'est important de le faire. Le héros hollywoodien est généralement un héros, qui est parfaitement, il est symétrique comme Tom Cruise. Disons ça comme ça. Et puis, c'est très bien. On serait tous heureux de ressembler à Tom Cruise. Mais la question est pas là. Le héros du cinéma français n'a pas toujours été un bellâtre. Pense à Jean-Pierre Mariel, tu viens de le dire, à Philippe Noir et à Louis de Funès, Lino Ventura, à Jean Gabin. C'est un autre physique, si je peux me permettre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des physiques qui exprimaient le peuple français dans la diversité, sa vraie diversité, la diversité des tempéraments, des caractères, des trognes, comme on dit. Alors, autant la culture hollywoodienne est vraiment sur le mode très standardisation. La culture française mettait en scène, je dirais, un type humain qui était pas, il était pas obligé d'être un mannequin pour des caleçons de cavalier pour être digne d'être au cinéma. Ça faisait des acteurs assez remarquables. Ben oui. Le cinéma français de la grande époque est un cinéma dont les Français, avec raison, sont nostalgiques. Jean-Pierre Mariel, je me permets de le dire comme ça pour ceux qui nous écoutent, il y a un échange entre Pivot et Mariel qu'on doit trouver sur... Si c'est pas sur YouTube, on le trouve sur Lina ou sur Dailymotion. Et c'est un échange entre les deux où Pivot questionne Mariel sur sa vocation, son rôle d'acteur, sa manière de voir son métier. C'est drôle, c'est amusant, c'est décalé. T'imagines pas aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Je donne un mot. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Jean-Pierre Mariel? Pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de talent. Moi, je suis un traînard. Tout ce que je fais, je me promène dans la vie. Je regarde un peu partout. De temps en temps, ça m'inspire un rôle. Ou pas vraiment. Mais que regardez-vous? Des chapeaux, des dames qui se promènent, des crottes de chiens. Ça vous inspire une crotte de chien? Ça peut m'inspirer une crotte de chien. Et c'est merveilleux de voir cette espèce d'humanité qui est pas fonctionne. Tu sais, qui fit pas, pour le dire en bon québécois, avec le modèle nord-américain standard contemporain. Et en terminant, je reviens à la cérémonie d'ouverture. Imagine-toi, mondial du rugby au Japon ou au Congo, OK? Et là, finalement, la cérémonie d'ouverture, on nous présente des danses folkloriques, mettons au Japon avec les gros tambours, etc., les kimonos, etc., puis tout ça. Et tout le monde dirait, oh, que c'est fantastique, c'est génial. Libé dirait, oh, que c'est beau le rappel de la culture profonde japonaise. C'est ça qui ferait... En fait, toutes les cultures ont le droit de s'exprimer, sauf les cultures occidentales. Oui. L'Occident ne peut se définir que par les droits de l'homme et des principes généralistes, mais l'idée d'une culture, d'un mode de vie, ça, c'est réservé aux autres. Donc, c'est le paradoxe, hein. On doit déconstruire notre identité et nous ouvrir à celle des autres, et c'est comme ça qu'on trouvera un point d'équilibre. Il est permis aux peuples occidentaux de ne pas consentir à leur propre disparition. Déshabiller Jean pour habiller Paul. Enfin, on va déshabiller l'Occident pour habiller le tiers-monde. Oui, c'est exactement ça, sauf que le tiers-monde est de plus en plus sûr de lui, fier de lui, mais avec raison, soit dit en passant. Donc, dans un monde pluriel, un monde pluraliste, un monde multipolaire, l'Occident n'est plus la totalité du monde, je suis absolument d'accord, mais l'Occident, on pourrait être à tout le moins le centre de son propre monde. Écoute, ce soir, regardons les tontons flingueurs, tiens, en mangeant un jambon beurre. Avec joie, avec grande joie. Salut Mathieu, à demain. Bye. Oui, ma chouette. Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là? OK. 43. Non. 51. Ben non. 60. Non. 48. 56. C'est 30, papa. 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
C'est l'heure de la rentrée chez Ashton et l'ultime repas est de retour. Pour un temps limité, profitez d'un Burger Ashton, une bébé poutine et un Pepsi 16-11 pour seulement 13,50. L'ultime repas Ashton, un régal assuré. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. 5+ est arrivé chez IGA. 5+? Je pensais que c'était pour le cinéma. Et maintenant, c'est aussi pour l'épicerie. Ah ouais? Je vais-tu voir des vedettes? Vous allez voir plein de produits vedettes qui vont vous permettre d'accumuler des points 5+. Jusqu'au 23 août, profitez de points et de prix membres 5+ sur des incontournables de la rentrée comme les pâtes Barilla 410 grammes ou prix membres de 1,11 $. Aussi, obtenez 500 points boni à l'achat de 100 $ ou plus sur présentation du coupon en circulaire. 5+ chez IGA. Détails dans les magasins participants. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, t'as vu PSPP dit là, il faut se parler d'identité de genre, ça va trop loin, il y a une gauche radicale qui nous enfonce ça dans la gorge. Et là, il y a des gens qui disent, oh là là, il a bu le même Kool-Aid que Pierre Poilievre et c'est du petit populisme pour se faire des votes pour gagner l'élection partielle en Jean Talon. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais là, on est en train de virer fou, là. C'est-à-dire que il n'y a pas de débat en tant que tel. Il y en aura un ensuite. Il n'y a pas de débat à avoir sur ce qu'est un homme et une femme. C'est une vérité biologique, anatomique, inscrite dans la constitution même de l'humanité. Donc ça, c'est pas une question de ressenti. C'est pas une question de ressenti, quoi qu'on en dise. Mais c'est devenu un débat parce qu'il y a une révolution qui traverse le monde occidental et qui est très forte en Amérique du Nord, mais qui présente en France, je te donnerai l'exemple dans un instant, où on dit, eh bien, désormais, le sexe est un résidu biologique et anatomique secondaire. Ce qui compte, c'est le ressenti. Dès lors, si je me ressens, je suis homme mais je me ressens femme, je suis homme mais je me ressens non-binaire, tout ça, c'est ça qui compte. Et la société doit s'adapter à mon ressenti. Et si elle ne le fait pas, la société est transphobe. Alors, je m'excuse, mais là, PSTP, quand il nous dit, on va quand même pas transformer complètement le langage, par exemple, c'est la question de mix. On va pas complètement transformer le rapport à l'anatomie, des toilettes mixtes et ainsi de suite. On va pas transformer complètement notre rapport à la culture, aux représentations. Bon, c'est le simple bon sens. Et là, comme d'habitude, pour interdire, ce débat-là, en fait, cette posture-là, cette position-là, on dit extrême droite, on dit Poilievre, on dit droite religieuse américaine. Donc, faut comprendre que la droite religieuse américaine, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'était interdire l'avortement. Maintenant, la droite religieuse américaine, c'est considérer qu'un homme et une femme ne sont pas interchangeables et n'ont pas des anatomies interchangeables et que tout ça a des conséquences dans la culture et l'organisation de la société. Je te conduis en France un instant où tu vas voir comment tout ça devient loufoque. À Pau, qui est une ville en France, un couple composé d'un homme et d'une femme trans. Donc, la femme, c'est un homme biologique en train de devenir femme, mais dont la transition n'était pas terminée à ce qu'on en sait, veut voir un gynécologue. Alors là, la secrétaire dit, oh, il y a quand même un petit problème, donc qui avertit le médecin. Et le médecin dit, je suis désolé, je suis pas compétent pour m'occuper de ça. Parce que là, il y a des médecins qui sont compétents pour s'occuper des gens qui sont dans cette situation très particulière. Mais moi, je suis gynécologue, je ne suis pas compétent pour cela. Le couple très en colère, fait un commentaire critique sur Google. Le médecin, insulté de cette fait insulté, répond très vivement de manière un peu vexante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il se permet une formule blessante. Mais là, ça transforme en débat où on dit un instant, les femmes trans, même si elles n'ont pas connu leur opération de changement de sexe, ont le droit de voir un gynécologue. Alors là, c'est comme si le caprice c'était le droit. Et là, j'aimerais simplement dire que si j'ai un problème d'estomac, par exemple, j'irai pas voir un ophtalmologiste. Si j'ai un problème de pied, j'irai pas voir un chirurgien cardiaque. Si j'ai un problème de rein, j'irai pas voir un ORL. De la même manière, si mon appareil génital ressemble davantage à la tour Eiffel qu'à l'origine du monde, disons ça comme ça, si mon appareil génital ressemble davantage au concombre qu'à la moule ou à l'huître, disons ça comme ça, eh bien, je vais aller voir un urologue plutôt qu'un gynécologue. Mais non, c'est un droit fondamental, même si l'opération de changement de sexe n'a pas eu lieu, d'aller voir le médecin que je souhaite. Et là, on voit à quel point cette espèce de basculement, comme à un moment donné, c'est anti-scientifique.
C'est fascinant d'être dans une époque où tout le monde parle de science, puis on lutte contre l'anti-science. Dès qu'on parle de climat, on parle... Je m'excuse, mais il existe aujourd'hui des négationnistes de la biologie, et les négationnistes de la biologie sont ceux qui disent que le sexe naturel ne compte pas. D'ailleurs, ils appellent ça le sexe assigné à la naissance, comme si un dispositif autoritaire, hétéropatriarcal assigné un sexe à la naissance aux enfants sans que ce soit inscrit dans la nature. Donc là, il faut m'emmener pour revenir sur Terre, puis PSPP sur ça se tient droit, je le trouve courageux. Puis quand Drainville, puis j'ajouterai une chose, quand Bernard Drainville, que j'estime, dit, on fera pas une commission parlementaire, on fera une commission d'experts. Erreur, Bernard Drainville. Oui. Pour quelle raison? Oui. Parce que les experts de ces questions-là sont des militants. Ce sont des gens, ils ont des titres universitaires qui viennent avec ça, mais ce sont des domaines universitaires qui sont très, très, très militants. Et de ce point de vue, une commission parlementaire au moins permettra un débat public sur notre rapport à ces questions, mais apparemment, il n'aura pas lieu. La communauté LGBT veut qu'on s'ouvre à elle. Ce matin, Alexandre Dubé recevait un représentant des LGBTQXYZ. Bon. Et il lui disait, est-ce que vous savez qu'il y a peut-être une jeune fille qui commence à avoir ses règles, son corps change, elle est un peu mal dans sa peau, puis elle serait mal à l'aise d'être dans une toilette mixte et tout ça. Et lui, non. C'était comme, non, lui, non. C'est quand même, il faut penser aux LGBT, tout ça. L'ouverture, tu sais, il y avait un manque de compassion et un manque d'ouverture envers cette jeune fille-là, par exemple. Tu sais, tu dis, écoute, là, l'ouverture, la compassion, tout ça, c'est à deux sens. C'est pas rien qu'à un sens. Puis j'ajouterais, et là, ça devient, c'est quand même un rappel de base, là. LGB, c'est la même catégorie. C'est l'orientation sexuelle. Puis bien franchement, on est des sociétés libérales. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, de ce qui se passe dans leurs caleçons, ou puis ils portent pas de caleçons, s'en fout. Ça les concerne. Il y a franchement, c'est le non-débat. Mais LGBT, là, c'est plus la même chose. C'est l'identité de genre. Q, c'est plus la même chose, c'est l'identité de genre. Et là, on met sous un même bannière, sous un même sigle, en fait, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Et le concept de minorité sexuelle ne veut pas dire grand-chose. À un moment donné, une orientation sexuelle, c'est comme ça, qu'on fiche la paix aux gens, ils font bien ce qu'ils veulent de leur vie. Mais là, on nous explique qu'un jeune, qui a 12 ans, ça c'est un peu ça qui arrive aujourd'hui, un jeune qui se questionne sur son identité, puis tous les jeunes se questionnent sur leur identité. Puis ça faisait qu'autrefois, est-ce que je suis prep, est-ce que je suis gothique, est-ce que je suis ici? Il y avait un peu de choix, est-ce que je préfère des Canadiens ou des Nordiques? Bon. Et là, aujourd'hui, on pousse à faire en sorte que le questionnement identitaire devienne un questionnement sur l'identité de genre. Et ça, je pense que les effets psychologiques, culturels sont massifs sur la jeune génération et qu'on se comprenne bien. Puis là, je le dis, c'est pas une formule purement rituelle. Pour les jeunes qui sont dans une situation de dysphorie de genre, il faut avoir la plus grande sollicitude. Non pas seulement la tolérance, mais la plus grande sollicitude, la plus grande générosité pour les accompagner dans un parcours difficile. Et puis ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme société, on est capable d'accueillir ça. Mais aujourd'hui, on prend prétexte de cette réalité qu'est la dysphorie de genre pour l'élargir et faire de la non-binarité ou de l'identité trans l'identité de référence. Puis inversement, si vous êtes seulement une femme, là, c'est-à-dire femme à l'ancienne, là, genre vous avez des organes génitaux féminins, vous prenez pour vous représenter comme femme ou homme, la même chose, et bien là, vous êtes réac, vous êtes dans des catégories réactionnaires inintéressantes. Je pense qu'il serait temps de se tenir minimalement devant ce discours anti-scientifique, je reviens, qui peut causer de graves soucis. Ça veut pas dire être fermé, j'insiste là-dessus, ça veut pas dire être fermé à toutes les minorités qui ont des droits tout à fait légitimes à réclamer. Mais ce n'est pas un droit légitime, par ailleurs, que de dire que les enfants doivent généralement être soumis à cette idéologie qui les pousse quelquefois à se poser des questions qui n'ont aucun sens pour l'immense majorité d'entre eux. Ils sont déconnectés. Après ça, la gauche se demande comment ça se fait, ça fonctionne pas aux élections. Allô, vous êtes déconnectés. Et écoute, un gars qui a un pénis, là, qui va voir un gynécologue, le spéculum, là, il rentre où? Ah oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et de la même manière, tu peux prendre ça, la femme qui dirait j'ai mon cancer de la prostate. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, l'anatomie existe. L'anatomie existe. Mais on est dans une époque de désincarnation. On est dans une époque qui virtualise l'existence. C'est l'époque du métavers. C'est l'époque où on veut se détacher le plus possible de son corps. C'est l'époque où on veut renaître quelquefois dans le fantasme d'être absolument créateur de soi-même. Tout ça se concrétise dans cette idéologie qui dit finalement votre corps, c'est pas vous. Votre corps, c'est une espèce d'enveloppe charnelle, extérieure à vous, qui ne dit rien de votre vérité intérieure. Mais c'est pas vrai. C'est juste pas vrai.
Et puis, ce qui est terrible, c'est que le simple rappel de cette évidence passe aujourd'hui pour transphobe d'extrême droite, Pierre Poilievre et Alléluia. Ben, c'est ça, une chance de pas entendu Thomas Mulcair ce matin. T'aurais collé au plafond. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai hâte de te lire là-dessus. J'espère que tu vas écrire là-dessus. Merci, Mathieu. Salut. Demain. Ça, c'est totalement mon genre. Mon Starbucks en main, je prends le temps de vivre chaque instant. En mouvement, chez nous, pour moi ou pour écouter mon podcast préféré. C'est mon genre de goût. Toujours préparé à ma façon. Mon genre de moment. Oui, ma chouette. Dis-moi, c'est quoi ces chiffres-là? OK. 43. Non. 51. Ben non. 60. Non. 48. 56. C'est 30, papa. 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est l'heure de la rentrée chez Ashton et l'ultime repas est de retour. Pour un temps limité, profitez d'un Burger Ashton, une bébé poutine et un Pepsi 16 pour seulement 13,50. L'ultime repas Ashton, un régal assuré. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. 5 Plus est arrivé chez IGA. 5 Plus? Je pensais que c'était pour le cinéma. Et maintenant, c'est aussi pour l'épicerie. Ah ouais? Je vais-tu voir des vedettes? Vous allez voir plein de produits vedettes qui vont vous permettre d'accumuler des points 5 Plus. Jusqu'au 23 août, profitez de points et de prix membres 5 Plus sur des incontournables de la rentrée comme les pâtes Barilla 410 grammes ou prix membre de 1,11 $. Aussi, obtenez 500 points bonus à l'achat de 100 $ ou plus sur présentation du coupon en circulaire. 5 Plus chez IGA. Détails dans les magasins participants. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, le gouvernement français a interdit le port de l'abaya dans les écoles. Et puis là, ça fait pas mal de consensus, sauf Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Elle est contre ça. Elle trouve que c'est une loi discriminatoire et raciste. Mais en fait, elles sont quelques-uns à avoir signé ensemble une tribune dans Politis, qui est un média de la gauche la plus radicale. Donc, on trouve là-dedans des militants indigénistes, des islamistes, des multiculturalistes et quelques idiots utiles. Bon. Et du genre d'extrême gauche. Et quoi qu'il en soit, Annie Ernaux en fait partie de la bande. Et l'argument est le suivant, il est pas très surprenant. L'interdiction de l'abaya serait un geste islamophobe visant à invisibiliser les musulmans dans l'espace public. Mais là, déjà, on tombe sur un premier point de contradiction, c'est que les défenseurs de l'abaya ne cessent de nous dire ce n'est pas un geste religieux, c'est un symbole religieux. Ce n'est pas un symbole religieux. Bon, mais c'est pas un symbole religieux. En quoi c'est islamophobe de l'interdire? Ben oui. C'est étonnant. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bataille qui est menée aujourd'hui autour de la prétention qu'a un certain islam en France, pas tout l'islam évidemment, mais un certain islam à imposer ses règles, en fait, à non pas accepter les règles de la France, des mœurs de la France et les règles de la République, mais imposer ces règles que la société se transforme pour lui. Et l'abaya, c'est pas simplement un défi lancé à la laïcité. L'abaya, c'est aussi une manière d'envoyer le signal au peuple français qu'on ne veut pas de lui, qu'on ne veut pas s'y intégrer, qu'on ne veut pas y appartenir, chez les gens qui, par ailleurs, ont quelquefois des papiers d'identité français, ou même très souvent des papiers d'identité français. Donc, ça nous montre comment, derrière l'artifice de la nationalité partagée juridiquement, il y a aujourd'hui un choc culturel qui est même un choc des civilisations en France. Explique-moi, Annie Ernaux, parce que, prix Nobel de littérature, je suis pas un fan de tous ses romans, mais Les Années, le roman qu'elle a écrit qui s'intitule Les Années, est un des grands romans que j'ai lu dans ma vie. Je trouve ça extraordinaire. Comment une femme avec une telle plume peut être aussi conne quand on parle de politique? Alors, permets-moi de ne pas partager ton enthousiasme pour son œuvre, disons ça comme ça. Moi, lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, je me suis dit, mais c'est absurde. Mais quoi qu'il en soit, imaginons qu'on lui reconnaisse du talent. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que non, les grands écrivains ne sont pas toujours très éclairés politiquement. Prends Aragon, écrivain magnifique s'il en est un, qui, par ailleurs, n'a pas hésité à faire son de mémoire, c'est l'ode au camarade Staline. Ce qui est quand même assez audacieux, disons ça comme ça. Pense à Drieux-La Rochelle,
qui était un grand écrivain et qui s'est dévoyé dans le fascisme et qui d'ailleurs s'est suicidé à la fin de sa vie, faut pas l'oublier, mais qui s'est perdu dans le fascisme. Les grands écrivains, le génie littéraire, appelons ça comme ça, n'est pas nécessairement porteur de grande lucidité politique. Et dans ce cas-là, Annie Ernaux revendique les codes de la gauche mondaine, s'imagine que la France est un système hétéro, phallo-patriarcal, phallocentrique, tout le tralala, et dès lors, eh bien, elle voit dans toute affirmation de la culture française dans son propre pays, elle y voit une négation du droit des minorités. Mais il faut simplement rappeler que les gens qui s'installent en France arrivent dans un pays qu'ils connaissent déjà, et dès lors, il est normal que la culture nationale soit la norme. Mais ça, aujourd'hui, on présente ça comme la discrimination. Écoute, Mathieu, est-ce que la figure de l'intellectuel a autant d'impact qu'avant? Avant, lorsque Sartre se prononçait, mettons, contre le gouvernement, les colonnes du temple tremblaient. Aujourd'hui, que des intellectuels signent une lettre comme ça en disant on n'est pas d'accord avec l'interdiction de l'abaya, est-ce que ça a le même impact? Non, parce que premièrement, c'est pas les figures intellectuelles centrales. Annie Ernaux, tout le monde est au courant que sa pensée politique est pas ce qu'on pourrait appeler la chose la plus stimulante au monde. Et le réseau qui est derrière cette opposition à l'abaya est connu. On les connaît, on sait ce qu'ils sont. Donc, les intellectuels pèsent encore, ils peuvent imposer un débat, ils peuvent orienter un débat, mais puis l'originalité française, c'est qu'il y a un star système intellectuel, appelons ça comme ça. C'est qu'ici, les universitaires, les intellectuels ne sont pas enfermés dans l'université. Il y a un espace public qui permet d'exister intellectuellement aux yeux de tous. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple, sauf exception, c'est beaucoup plus rare. Bon. Mais aujourd'hui, je te dirais, donc certains grands intellectuels pèsent encore. Quand Alain Finkielkraut se prononce, quand Marcel Gauchet se prononce, ou à gauche, quand Patrick Boucheron se prononce, on pourrait en nommer quelques autres, ça pèse. Mais le temps des intellectuels en majesté est derrière nous. Aujourd'hui, ceux qui ont davantage de pouvoir, ce sont davantage des experts, entre guillemets, qui sont souvent des militants et des idéologues, et qui pèsent profondément sur le débat public, parce qu'aujourd'hui, la référence toujours utilisée, c'est la science. Puis moi, la science, Dieu sait, comme tout le monde, je crois que c'est essentiel, mais la référence à la science est souvent usurpée par des idéologues qui font passer par là leurs préférences politiques. On le voit notamment dans le débat sur l'immigration et la démographie, mais quoi qu'il en soit, le paysage a évolué en France. Et peut-être aussi, monsieur, madame, tout le monde, ils sont plus dupes. Tu sais, ils ont vu, ils savent qu'il y a plein d'intellectuels qui se sont fourvoyés politiquement, entre autres Sartre et toute cette gang-là. Alors, les gens, c'est pas parce qu'un intellectuel parle soudainement qu'on prend sa parole comme parole d'évangile. Ben moi, je te dirais que comme groupe social, les intellos sont probablement ceux qui sont le plus trompés au 20e siècle. Avant 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale, pardonne-moi, la grande question qui les traverse, je simplifie en disant ça évidemment, c'est leur passion, c'est entre Moscou, Rome ou Berlin. Et pendant ce temps-là, Paris, Londres et Washington les ennuient. Donc, ils ont eu une forme de fascination totalitaire. Comme je disais, des écrivains comme Robert Brasillac qui sont ralliés à l'abjection du nazisme. Louis-Ferdinand Céline, c'est un grand écrivain, Céline, mais c'est quand même, en matière de vision politique, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une figure de référence. J'ai parlé d'Aragon, qui s'est perdu avec d'autres. Il y a même des chanteurs. Bon, donc ça, chez des écrivains. Dans le cas de Sartre a quand même dit tout anticommuniste est un chien. Merci Jean-Paul. Il a multiplié les propos qui étaient au seuil, sinon qui franchissaient le seuil de l'appel au meurtre. Bon, donc les intellectuels globalement se sont trompés. Au 20e, Raymond Aron, dont je t'ai souvent parlé, Raymond Aron était assez minoritaire. Il avait raison, il a eu raison, il tenait tête, il défendait la démocratie libérale, le pluralisme politique, la civilisation occidentale. Mais il était assez minoritaire et conspué et méprisé. Ses adversaires disent que c'est même pas un vrai intellectuel, c'est un journaliste sans intérêt, c'est un polémiste mineur et ainsi de suite. Bon, alors en ces matières, il faut simplement accepter l'idée que les intellos globalement se sont assez trompés pour qu'on leur fasse pas confiance en bloc. Ensuite, un par un,
un par un, moi, je suis prêt à les écouter. Hein. C'est un peu ma tribu quand même, mais je ne leur accorde aucun privilège de par le titre qu'ils brandissent. Et écoute, Mathieu, je rappelle aux gens qu'il faut te lire aujourd'hui dans le journal ta chronique « Non, un homme ne peut pas être enceint ». Et tu parles de cette femme transgenre avec un pénis qui allait voir un gynécologue. Histoire totalement il y a qu'un intellectuel qui a pu un jour accoucher de cette idée, si je peux me permettre. Tu connais la formule d'Orwell? Certaines idées sont à ce point absurdes qu'il n'y a que les intellectuels pour les prendre au sérieux. Bon, je pense qu'on y est aujourd'hui. C'est excellent. Merci Mathieu. Bonne journée à demain. Bye bye. Ça, c'est totalement mon genre. Mon Starbucks en main, je prends le temps de vivre chaque instant. En mouvement, chez nous, pour moi ou pour écouter mon podcast préféré. C'est mon genre de goût. Toujours préparé à ma façon. Mon genre de moment, mon Starbucks.